bonjour à tous. Donc je me présente, je suis Véronique Taleb, je suis responsable de l'équipe territoire, Finistère et Côtes d'Armor à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Déjà puisque c'est le premier rendez-vous de l'année, vous souhaitez une bonne année, 2025. J'espère qu'elle sera, comme les années précédentes, riche de collaboration avec vous. Et puis ce premier rendez-vous, webinaire, on essaie de vous proposer tout au long de l'année, des temps sur différents sujets. La dernière fois, on était aussi autour de la thématique, énergie, mais plus autour du document cadre photovoltaïque. C'était à l'automne. Et aujourd'hui, donc, ce premier rendez-vous de l'année est sur un outil qu'on vous propose déjà depuis, c'est la 3e édition, qui sont les profils énergie-climat de l'agriculture et qui sont déclinés par territoire. Donc, peut-être juste pour se redire les règles de fonctionnement. Je veux bien, Hervé, que tu passes à la diapo suivante. Voilà, l'idée est de garder vos micros fermés et désactiver vos caméras pour que déjà à la fois le réseau soit pas trop sollicité et que tout le monde ait une bonne connexion. Et puis effectivement qu'il n'y ait pas de bruit perturbateur. Les questions, il va y avoir deux temps d'échange et de questions. Donc vous pouvez les poser au fur et à mesure via le chat. Et puis vérifier que vous êtes bien identifié aussi en tant que participant pour qu'on sache qui aussi pose des questions et quelle est votre structure. Et donc on y répondra donc en 2 temps durant le webinaire. Après, si on a un peu de temps, on pourra prendre des questions à l'oral, mais vous êtes assez nombreux, donc l'idée c'est plutôt de fonctionner en tout cas par le chat pour que tout le monde puisse intervenir. Donc voilà sur le fonctionnement. Je vois que tout le monde a coupé son micro, donc c'est bien. Donc on va avoir 4 parties. Une première partie où on va vous présenter de façon un peu générale le document qui a été mis à jour. Et après 2 autres parties. Donc un premier temps autour de la thématique économie et production d'énergie et un deuxième temps sur l'évolution du climat et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, pour conclure, quelques éléments d'information autour des outils de communication, de diffusion qu'on a vers vous. Donc, l'intervention va se dérouler avec Hervé Gorius et Floriane qui sont tous les deux de l'équipe énergie, climat, agroforesterie à la Chambre d'agriculture. Et c'est Hervé qui va démarrer. Je te laisse la main, Hervé. Oui, merci Véronique. Bonjour à tous. Donc Hervé Gorius, chargé de mission méthanisation de l'équipe énergie-climat de la Chambre d'agriculture. Donc quelques diapos en introduction pour présenter la démarche sous-jacente à ces profils énergie-climat de l'agriculture. Donc, savoir que c'est déjà la 3e édition, Véronique l'a déjà dit, ça consiste effectivement à éditer une fiche par EPCI qui reprend un petit peu les éléments d'avancement en termes d'économie d'énergie et d'action sur le climat pour chacune des EPCI. Et on a aussi une fiche régionale qui sert un petit peu de comparaison ou de base. Alors, les objectifs, c'est bien de présenter par territoire de façon très synthétique les enjeux de l'agriculture par rapport aux évolutions climatiques et les avancées d'action d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et aussi d'économie de production d'énergie. Le public, c'est vous, les décideurs agricoles ou les élus, les collaborateurs des EPCI, les conseillers territoriaux. Et c'est une action financée dans le cadre du PRDA et d'une convention avec l'ADEME. Alors, bien sûr, pour faire ces profils, on a besoin de données. Donc, on travaille là-dessus en partenariat technique avec effectivement les structures qui possèdent des données agricoles sur le sujet. Donc, c'est le GIE Élevage Bretagne, l'association IDEL, l'Observatoire de l'environnement de Bretagne, l'IFIP, plus aussi l'Enedis et d'autres partenaires plus généraux. La valorisation de ces données n'est pas toujours évidente parce que, bien sûr, ce qu'on recherche à travers ces profils, c'est une vision agricole, des projets agricoles. Donc, par exemple, sur le fichier Enedis du photovoltaïque, il y a la difficulté à cerner parmi l'ensemble des projets régionaux la part des projets agricoles. On aura l'occasion d'en reparler. Ensuite, il faut bien sûr que ces données soient disponibles par EPCI.
Et certaines actions, effectivement, ne présentent pas le nombre minimal pour respecter le secret statistique. Et donc, c'est difficile de présenter des données par EPCI. Notamment, par exemple, on pense au diagnostic carbone chez les ports, où on a les chiffres uniquement au niveau régional. Voilà. Après, bien sûr, il faut que ce soit des données suffisamment précises. Par le passé, on a essayé de valoriser les données issues des programmes de soutien à la modernisation des bâtiments d'élevage, les PCAEA. Mais en fait, on s'est aperçu que c'était des données difficiles à discriminer sur le volet énergie en particulier. Et donc, on a abandonné cette façon de faire pour ce profil-là, enfin, cette actualisation de profil. On a aussi quelques soucis à valoriser parfois les données du programme Brace Bocage, qui sont des données par bassin versant, et donc du coup qui regroupent un certain nombre de PCI, enfin pas forcément, mais parfois. Donc là aussi, quelques difficultés pour coller les données à l'EPCI même. Et puis évidemment, on cherche des données les plus récentes possibles, mais ce n'est pas toujours possible. Les haies en particulier et le bocage, les derniers inventaires datent de 2015, quand même commence à être long. Alors bien sûr, on a essayé de valoriser en plus les aides, des actions Brest Bocage 2 beaucoup plus récents, mais voilà, on est sur une base quand même de données assez anciennes. Et puis les consommations d'énergie à l'agriculture, effectivement, on a peu à peu avoir des consommations, enfin les consommations les plus récentes datent de 2020. Donc voilà, donc après les thématiques, on va avoir l'occasion de les détailler, je passe en revue, mais rapidement, c'est juste, on a deux indicateurs sur l'évolution du climat et on se base en particulier sur un indicateur agro-climatique assez adapté aux productions de chacune des EPCI. On a sur l'atténuation des émissions de GES, on a toujours le même critère que d'habitude, les diagnostics carbone et les leviers d'action. Le stockage carbone, on fait un focus bien sur les haies. Voilà, donc, et d'ailleurs, ça, c'est une demande qui avait été faite par les précédents utilisateurs des profils. Donc, on est aussi à l'écoute des observations et des remontées des précédentes éditions. Sur les économies d'énergie, on introduit la consommation d'énergie du secteur agricole de chacun des territoires, qui permet d'avoir une vision un peu globale de ce qui est dépensé consommé en termes d'énergie, avec les différents types d'énergie. Et puis, on fait un focus sur les économies liées au bloc traite à travers le programme Éco-énergie-lait. Et puis enfin, les productions d'énergie, chaudière bois et biogaz, méthanisation et photovoltaïque sont aussi détaillées. Donc, juste une diapo aussi pour présenter le visuel, le document complet. Donc, en gros, c'est un A4 qui est plié en 3 volets, qui permet d'avoir voilà, un support simple que l'on peut consulter rapidement et qui a été élaboré d'ailleurs sur la base des profils économie que la Chambre d'agriculture fournit également par territoire. Donc, chacun de ces profils pour chacun des territoires est disponible sur le site Agriculture Collectivité. Donc, la première partie vise un petit peu à détailler un peu plus les aspects économie et production d'énergie. On introduit donc la consommation d'énergie en particulier. Donc ça, c'est plutôt une nouveauté. Ce sont des données issues de l'Observatoire de l'environnement breton. On a l'évolution 2010-2020 qui permet d'avoir une vision un petit peu de l'ensemble de la production. Alors pour dire là sur mes diapos, l'exemple, l'illustration est issue du profil Bretagne régional, mais évidemment, il est décliné pour chacun des EPCI sur le même format. Donc, on a une vision de l'évolution de la consommation, du pourcentage aussi du poids que l'agriculture en termes de consommation d'énergie représente sur le territoire. Donc, à l'échelle régionale, c'est 6000 gigawattheures à peu près, pour à peu près 7% de la consommation globale d'énergie de la région. Et puis, l'intérêt de ces données, c'est qu'elles offrent une vision aussi par type d'énergie, d'évolution, avec en particulier globalement une baisse des énergies fossiles, mais parfois aussi des hausses de certaines énergies. Et on voit d'ailleurs qu'au niveau régional, on a plutôt une hausse sur les 10 ans, essentiellement due à des augmentations de production d'électricité, de consommation d'électricité. Donc voilà, donc ça, on a ces données-là par territoire qui permet d'avoir une vision un petit peu globale du poids de l'agriculture.
Alors, juste un graphique là qui représente l'ensemble des profils, hein, avec les consommations d'énergie du secteur agricole de chacun des territoires. Et puis en bleu, le pourcentage que représente cette consommation par rapport à la consommation d'énergie du territoire. Et on voit qu'on a effectivement une très grande variabilité parce que les territoires déjà sont différents par la taille, sont différents par les activités. Et quand les plus consommateurs dépassent les 250 voire 300 gigawattheures, voilà, la médiane est plutôt à 75 gigawattheures par EPCI. Et puis, en pourcentage également de la consommation du territoire, vous voyez qu'il y a des territoires qui vont jusqu'à 20%. L'agriculture peut représenter jusqu'à 20% de la consommation d'énergie du territoire. Donc, on est sur des situations effectivement assez différentes. Et justement, ça a le mérite de faire le focus un petit peu par rapport à la situation de chacun. Sur les économies d'énergie, donc comme je l'ai dit, on a cessé d'essayer de valoriser les programmes de modernisation des bâtiments d'élevage parce que c'était compliqué et assez grossier. Même si on reprend le chiffre auquel on était arrivé en 2020 pour l'ensemble des EPCI, par contre, on fait un focus en économie d'énergie plus sur l'atelier lait et en particulier le bloc traite, qui représente quand même 85%, 80-85% de la consommation d'électricité, hein, d'un élevage laitier, donc c'est pas rien, et qui, à travers le programme Éco-énergie lait, permet effectivement comment dire, des investissements en équipement économe en énergie. Et donc, ce programme date depuis 2009. Donc, on a effectivement toute une série d'évolutions et on voit effectivement qu'on a aujourd'hui près de 3700 matériels économes qui sont installés dans les différents élevages, pré-refroidisseurs, récupérateurs de chaleur essentiellement, hein, avec des économies d'énergie globales de à peu près 26 gigawattheures. Ce n'est pas négligeable. Alors, on espère effectivement aussi, à travers le nouveau programme de soutien à la modernisation Agri-Invest, qu'on pourra valoriser un peu mieux les aspects modernisation globale des bâtiments. Alors, une diapo juste pour montrer un petit peu les 10 territoires les plus concernés par ces thématiques, hein. Ce n'est pas un palmarès, hein, mais c'est juste pour voir un petit peu, avoir une idée de la déclinaison de ces chiffres à travers différents territoires. 60 EPCI ont au moins un élevage concerné, donc effectivement, c'est un programme qui touche quasiment tout le monde, avec une médiane de 51 installations par EPCI. Avec là aussi des grandes disparités. Les territoires les plus concernés ont plus de 200 installations, hein, sur leur territoire. Voilà, mais bon, c'est sûr, ils n'ont pas tous la même, comment dire, superficie non plus, ni de activité bovine non plus. Pardon, j'ai un retour qui me gêne un peu. Par contre, Juste voilà. en rappel, je suis en train de vérifier les micros. Je me permets de couper vos micros quand ils ne sont pas coupés, hein, mais voilà. Vas-y, Hervé. Voilà. Et donc, pour les 10 EPCI plus concernés, voilà, on a 131 équipements par EPCI, qui représentent 885 mégawattheures d'économisés par an. Enfin, voilà, ça donne un petit peu des idées des territoires qui sont les plus concernés par ce programme. Ensuite, les productions d'énergie renouvelable. En premier lieu, il y a la méthanisation. Méthanisation, donc là, on reprend les données de l'association L. On le complète aussi avec certaines informations sur les projets que l'on peut avoir nous-mêmes. Et la méthanisation, voilà, on a une forte progression, hein, de ces installations sur les différents territoires. On est aujourd'hui à pas loin de 200 unités agricoles. C'est quasiment 90% à des unités en Bretagne. On ne retient quand même que les unités où les agriculteurs sont majoritaires et gèrent l'installation. Donc il y en a 124 en cogénération, production d'électricité et de chaleur, et 75 en injection, production de gaz injecté dans les réseaux. Voilà, donc on a une courbe effectivement de progression assez importante et que l'on décline par territoire, avec une proportion d'énergie qui, alors malgré le fait que la cogénération soit très
majoritaire en nombre, l'énergie majoritaire dans la valorisation de la méthanisation, c'est aujourd'hui le biométhane. Excusez-moi. Le biométhane qui effectivement permet de valoriser beaucoup mieux la totalité du biogaz, enfin la totalité de l'énergie contenue dans le biogaz produit. Alors là aussi, un petit focus, voir ce que ça peut donner sur les territoires les plus concernés. Donc 47 EPCI en ont au moins une, hein, ça représente 77% des territoires, avec une médiane à 3 installations par EPCI. Et puis, alors, les plus forts cumuls de puissance sont observés à Pontivy, Rennes et Bretagne romantique. Hein. À eux trois, c'est 17% de la production totale. Voilà, avec des variations. Alors, les deux graphiques du bas donnent une idée un peu plus précise, parce que le haut donc, cumule toutes les productions d'énergie de la méthanisation par territoire. Les deux graphiques du bas se focalisent plus sur le nombre d'unités à la fois en cogénération et en injection, parce qu'en fait, on a des unités assez différentes, et on voit en cogénération d'ailleurs qu'on a une très forte variabilité de taille d'unités. Alors sur le territoire de Lamballe, eh ben, on a effectivement une dizaine d'unités déjà en place pour une puissance de 3400 kW électriques. Ça fait une moyenne à peu près de 340. Par contre, vous voyez que ben, sur Escalante Divisio, on n'en a que 4, mais avec 4, on fait 2800 kWh de puissance. Donc on a des unités nettement plus grosses, par exemple, pour ce territoire. Et à contrario, on a aussi, on peut prendre cet exemple, Val-d'Ille-Aubigné, 603 kW pour 5 unités. Donc on a des unités qui sont plutôt petites. Donc très forte hétérogénéité en cogénération. En injection, on a des choses un peu plus homogènes en termes de taille d'unité agricole. C'est à peu près du 100 normomètres cubes heure, avec donc pour les territoires les plus concernés, 6 à 7 unités déjà en fonctionnement qui produisent entre 700 et 600 normomètres cubes heure. Là, c'est la capacité d'injection de biométhane dans les réseaux. Voilà, donc ça permet un petit peu de caler les choses, mais bien sûr, chaque territoire comme ça peut se positionner par rapport à cette dynamique. Au niveau des chaudières bois, donc là, c'est effectivement une progression beaucoup plus lente en termes de développement, avec un nombre de chaudières qui est quand même conséquent, 242 pour 121 MW. Ça représente aussi 150 000 tonnes de bois consommé. Donc ça équipe essentiellement des élevages de porcs, de volailles en élevage, mais par contre également des cerfs. Et d'ailleurs, les cerfs pèsent assez lourdement de ce bilan, parce que c'est des très grosses puissances nécessitant beaucoup de bois. Donc on a quelques ateliers de transformation également. Bon, donc une progression constante, mais assez modeste chaque année. Et puis on a rajouté cette année le nombre de chaudières biogaz. On en a maintenant une quarantaine. Donc ces chaudières biogaz sont associées à des couvertures de fosses avec récupération de biogaz pour alimenter des chaudières et chauffer notamment des bâtiments porcins, essentiellement des bâtiments porcins. Et donc une technique d'autoconsommation qui est de plus en plus diffusée. Et on a une quarantaine aujourd'hui d'installations sur l'ensemble du territoire breton. Alors là aussi, un petit focus en nombre voilà, sur les territoires les plus concernés. Chaudière bois, voilà, il y a 46 EPCI qui en ont, ça peut les 3/4, avec des territoires, 3 territoires qui sont les plus équipés, représentent 20% des installations. Avec quand même aussi, par contre, en cumul de puissance, on a des territoires comme Bresse, Oléon et Pays des Abeurs qui ressortent, essentiellement liés à l'équipement de serres, où là, les chaudières sont quand même importantes et qui, effectivement, en termes de puissance, sont nettement plus importantes. Donc, si à Brest, il n'y a que 6 chaudières, voilà, on a quand même 33 MW de puissance, alors que peut-être à l'Oudéac, il y a 21 chaudières, mais qui vont équiper plus des ateliers sans doute porcs ou volailles. Le graphe du dessous en chaudière biogaz. Les chaudières biogaz, donc vous voyez que 18 PCI en ont au moins une, c'est un peu moins du tiers.
avec Dinan et Lamballe qui sortent un peu du lot avec 8 et 6 installations. Les autres, c'est un peu plus, c'est de 1 à 2 unités au mieux par EPCI. Alors sur le photovoltaïque, on a 36 000 installations photovoltaïques sur l'ensemble de la Bretagne, ce qui représente quand même 544 mégawatts. Toute la difficulté, ça a été d'estimer effectivement quelle était la part agricole, puisque c'est ce qui nous intéresse quand même dans ces profils. Alors, je vais revenir un petit peu sur ces estimations-là, mais globalement, on arrive à une estimation de 9% en nombre d'unités sur l'ensemble de la Bretagne. Ça peut être évidemment variable suivant les EPCI, avec une production d'énergie estimée à 180 gigawattheures, ce qui représente à peu près 14% de la consommation du secteur agricole 2020. Donc c'est essentiellement, c'est vraiment une production d'énergie renouvelable en plein développement dans le secteur agricole aussi, et qui commence à peser de façon conséquente dans les bilans production d'énergie renouvelable. Alors, on a complété ça avec des chiffres issus d'enquêtes internes permettant d'estimer quelle était la part finalement dans les projets d'électricité autoconsommée, de la part d'électricité injectée en vente de surplus ou injectée en vente totale. Bon, c'est des variations qui apparaissent sur les projets agricoles. Donc, ils sont estimés sur l'ensemble de la Bretagne, mais ne sont pas valables par EPCI. Voilà, ça donne juste une idée de ce que l'on obtient au niveau de la Bretagne. Alors, par contre, les données effectivement d'estimation ont été un peu compliquées. On ne va pas rentrer trop dans le calcul, mais c'est juste pour vous donner une idée. En fait, si on a un fichier de 36 000 lignes en photovoltaïque, c'est compliqué à valoriser, surtout qu'il y a certains noms. Le nom d'origine agricole, SCEA ou ERL, etc., il n'y en a que 0,6%. Donc, 216 installations étaient ainsi facilement repérables. Les autres, en fait, on a procédé par élimination. Les installations inférieures ou égales à 36 kW, 90% sont des centrales de puissance moyenne à 5 kWh. 5 kW, pardon, crête, 5 kW crête. Et donc, on a fait l'hypothèse, effectivement, que tous ceux qui sont en dessous de 5 kW crête étaient des installations privées d'individus, et puis c'était que les agricoles étaient à plus de 5 kW. Voilà, ça a une proportion donc, de 6% simplement sur cette tranche d'installation. On a aussi éliminé toutes celles qui étaient à plus de 500 kW. On peut considérer qu'elles ne sont pas agricoles. Et puis, il y avait des rubriques un peu particulières, autres, dans lesquelles il a fallu chercher nom par nom. Et on a éliminé tous les noms qui n'étaient pas d'évidence agricole. Donc, il y avait 70% comme ça qui ont été éliminés. Et puis, le reliquat de ceux qu'on ne pouvait pas classer, on a pris 50% potentiellement agricoles. Donc, ça reste des estimations, on ne peut pas dire que ça soit très précis, mais c'est quand même beaucoup mieux que les calculs un peu à l'emporte-pièce qui avaient été faits précédemment et qui empêchaient d'avoir une vision quand même très réaliste de la part agricole. Donc là, on se rapproche de quelque chose de plus acceptable. Là aussi, alors au niveau des territoires les plus concernés, 61 EPCI ont au moins une unité. On est vraiment sur une production d'énergie qui est très diffusée, avec une médiane à 54 installations par EPCI. Et donc, c'est les installations, les territoires qui en ont le plus sont autour de 150 à 200 installations. Pour des puissances, des productions plutôt de 10 gigawattheures qui commencent à être conséquentes également. Alors tout ça, effectivement, ça permet de faire un bilan aussi d'énergie renouvelable que l'on fait donc à l'échelle de la Bretagne ici, mais que l'on peut faire dans chaque territoire, en comparant finalement cette production d'énergie renouvelable à la consommation du secteur agricole 2020, ce qui donne une idée. Là, à l'échelle régionale, c'est 1,6 TWh, c'est à peu près 30% de la consommation du secteur agricole en 2020. Et par contre, 2% de la consommation totale du territoire.
Donc on a ces chiffres-là effectivement de comparaison. Et puis pareil, ça permet d'avoir la somme de l'électricité renouvelable. On la compare à la consommation d'électricité du secteur. Donc là aussi, c'est à peu près un tiers. De même pour la production de biométhane, que l'on peut comparer à la consommation de gaz naturel du secteur, hein. Et là, on est plutôt des 2 tiers, plus près des 2 tiers de couverture. Et de même pour la chaleur, où là, c'est un peu moins, on est à 11% de la consommation du secteur en 2020. Voilà. Alors là aussi, la variabilité suivant les territoires est effectivement très, très forte. Donc on a le cumul d'énergie renouvelable agricole, les barres bleues, et puis en orange, le pourcentage d'autosuffisance par rapport à la consommation d'énergie de chacun des territoires. Et d'ailleurs, on constate qu'il y en a 3, voire 4 qui sont à plus de 100% de leur consommation. Donc, ils produisent plus d'énergie renouvelable. L'agriculture du territoire produit plus d'énergie renouvelable qu'elle n'en consomme au moins l'année 2020. Donc, ça donne effectivement un certain nombre d'indicateurs et ça permet effectivement de se positionner sur l'avancée et la part que l'agriculture peut avoir dans ses productions d'énergie renouvelable, territoire par territoire. Voilà pour la première séquence. Alors, il n'y a pas forcément de questions sur ce qui a été présenté, plutôt des questions auxquelles j'ai répondu dans le chat sur le contenu de la présentation. Donc effectivement, on vous partagera bien à la fois le diaporama, les liens vers les documents qui sont sur notre site web et, et le replay également. Donc, il y aura un emailing qui vous sera envoyé. Juste peut-être, comme on ne demande pas d'inscription au webinaire, on va renvoyer les liens vers les noms des contacts, les mails que l'on a à notre disposition. Si jamais vous avez eu ce lien-là avec un autre collègue, éventuellement, ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas sur notre listing de contacts. Et à ce moment-là, je vais vous mettre un lien là dans la conversation pour vous inscrire à notre newsletter. Comme ça nous permettra d'avoir vos coordonnées exactes. Voilà, juste pour le petit côté pratique. Après, je vois que Monsieur Le Floch lève la main, donc on peut prendre quelques questions à l'oral puisqu'il n'y en a pas dans le chat. Allez-y. Oui, je voulais justement simplement demander, parce qu'entre les résultats et le questionnement que vous avez fait en 2020 ou les résultats que vous avez eu à cette période-là et maintenant, ne pensez-vous pas qu'il y a eu beaucoup de différences ou beaucoup de nouvelles installations ou un nouveau état d'esprit en tout cas qui s'est mis en place? C'est sûr qu'effectivement, en tout cas sur la production d'énergie renouvelable, on a une dynamique qui est effectivement importante. Et on voit bien, si on compare les profils qui ont été faits, les derniers profils et les profils là, actualisés, on est sur des productions nettement plus supérieures, que ce soit en méthanisation. Alors, surtout en méthanisation en photovoltaïque, le bois était quand même sur une pente beaucoup plus modeste. Mais oui, on est clairement sur une dynamique qui touche le secteur agricole comme d'autres d'ailleurs, mais très, très nette et qui s'accélère, oui. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas l'air d'en avoir. Donc, écoute, Floriane, je te propose de continuer. Et puis, n'hésitez pas à mettre via le chat. Et puis, on refera un temps d'échange de toute façon après. Ça marche. Merci. À toi, Floriane. Merci. Alors, bonjour à tous. Floriane Bouard, je suis conseillère climat carbone à la Chambre d'agriculture. Et donc, moi, je vais vous parler de tout ce qui concerne l'évolution du climat et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, voilà, dans le nouveau profil énergie-climat. Donc, pour la partie évolution du climat sur le territoire et impact sur les productions animales, on a défini des productions principales. Ces productions ont été définies par le plus grand nombre d'exploitations concernées par la production.
Et on a appliqué cette même méthode pour l'évolution du climat sur le territoire et l'impact sur les productions végétales. Où est-ce qu'on a pris ces informations? On les a prises selon les OTEX de Agreste, le recensement agricole de 2020. Donc, si je donne quelques exemples, pour Rennes Métropole, les productions principales qui ont été relevées, c'est bovin, lait et grandes cultures. Pour Brest Métropole, bovin, lait et légumes. Voilà, par exemple. Sur la diapo suivante, donc pour la partie évolution du climat sur le territoire et impact sur les productions animales, c'est le paragraphe qui concerne le nombre de jours d'inconfort des animaux. L'indicateur qui a été utilisé, c'est l'indice température-humidité, ou ITH. Et donc, vous voyez un exemple en fait, de rendu pour une EPCI, donc ici c'est Rennes Métropole, et à droite, un exemple pour la Bretagne. Pour la diapo suivante, pardon, ok, donc en fait, on a pris donc les données pour les EPCI à gauche pour Rennes Métropole, donc c'est la commune de Cornu. Donc en fait, on prend les données que l'on a pour la commune la plus proche de l'EPCI concerné. La base de données utilisée, c'est la base de données AgriClim et les modèles sont notés à droite, donc c'est le RCP 8.5. Voilà, et donc vous trouverez donc cette carte après sur notre site internet, hein, mais donc le nombre de jours d'inconfort des bovins à l'échelle de la Bretagne. Vous voyez ici de la gauche historiquement de 1976 à 2005, à droite le futur lointain, 2071-2100, avec le nombre de jours moyens par an, avec un ITH sévère ou très sévère, avec, voilà, en fonction de la couleur, vous avez de 0 à 25 jours de nombre de jours d'inconfort des bovins. Et donc, vous pouvez vous retrouver voilà, sur la carte. Concernant l'évolution du climat sur le territoire et l'impact sur les productions végétales, donc vous avez à gauche ce que vous pouvez retrouver par territoire. On a pris donc l'évolution du bilan hydrique, l'indicateur étant le bilan hydrique simplifié, c'est-à-dire précipitation moins ETP. Donc, de la même façon, sur Rennes Métropole, donc là, par exemple, la station voisine, c'était Cornu. La base de données AgriClim et toujours le modèle donc Aladin 63 et le scénario 8.5. Et pour à droite, la Bretagne, nous n'avions pas en fait cette donnée d'évolution du bilan hydrique. Nous avons donc pris l'évolution du nombre de jours à plus de 25 degrés et voilà, et c'est notre indicateur, le nombre de jours à plus de 25 degrés. Et donc sur la diapo suivante, vous verrez, tu peux encore passer, vous verrez vas-y, passe encore. Ouais, voilà, merci. Donc, vous verrez cette évolution du nombre de jours à plus de 25 degrés sur la carte de la Bretagne et donc vous pouvez vous identifier en fonction de votre territoire. On a la légende en bas, le nombre de jours chauds, donc température supérieure à 25 degrés qui va de 0 à 100 jours. Voilà, de l'historique, futur proche à horizon 2050 et futur lointain à horizon 2100. Pour ce qui concerne la partie réduction des émissions, donc on a une partie sur les diagnostics carbone et les leviers d'action, et ensuite une autre partie sur la haie et le stockage de carbone. Donc, en ce qui concerne les diagnostics carbone et les leviers d'action, comme données que nous avons renseignées par EPCI ou pour la Bretagne, selon le profil que vous regardez. Donc, nous avons la part des émissions de gaz à effet de serre liées à l'agriculture par territoire pour la Bretagne. La source, c'est l'OEB en 2020. Le nombre d'exploitations en bovins ayant réalisé un diagnostic carbone CAP2ER par territoire, donc ce sont des données IDEL 2024. Et le nombre d'exploitations en porc ayant réalisé un diagnostic carbone GIP, mais là, nous l'avons donc que pour la région. Et c'est la source, c'est l'IFIP en 2024. Voilà, donc vous avez un exemple de rendu à droite. Concernant, oui, pardon. Et donc, oui, pour compléter, pour la part des émissions de gaz à effet de serre liées à l'agriculture, vous avez, non, vas-y, tu peux rester sur la diapo d'après. Vous avez la carte qui s'affiche, les émissions de gaz à effet de serre par EPCI en Bretagne en 2020. Et donc, sur la diapo d'après, vous la voyez en plus grand.
Voilà, donc vous avez, à gauche, en bas à gauche, la légende, donc les émissions de gaz à effet de serre par EPCI en tonnes équivalent CO2 avec le secteur agricole en jaune et vous pouvez retrouver, plus précisément ces informations sur le site internet de l'OEB. Donc nous avons utilisé ces données-là pour le profil. Ouais, voilà, merci. Donc, si on détaille un petit peu plus, hein, voilà les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole breton. Donc ça fait pas partie des profils, mais voilà, je vous le dis, c'est toujours bien de le savoir. 30 c'est lié à la fermentation entérique des ruminants et 25 lié à tout ce qui est, intrants pour l'alimentation animale. Voilà. Pour avoir quelques données, vous retrouvez, j'ai mis à droite la source, si vous voulez aller voir un peu plus de détails. Tu peux passer. Voilà, concernant, le volet et stockage de carbone, donc, on indique le linéaire de haies par territoire. Alors, donc comme l'a dit Hervé au début, hein, ce sont des données plus anciennes, voilà. Mais donc vous avez le linéaire de haies et le stock de carbone par territoire. Voilà et donc en Bretagne, nous avons bien sûr, compilé ces données-là que nous avions par territoire et puis, si, voilà, vous avez la curiosité, vous pouvez aller voir la densité bocagère en Bretagne, donc en mètres, linéaires, de haies par hectare. Donc ils vont en vert clair, moins de 30 mètres linéaires par hectare à en vert foncé, plus de 75 mètres linéaires hectare en Bretagne. Voilà, c'est également à votre disposition, sur le site internet de l'OEB. Voilà et donc pour information, en fait, un arbre, ça stocke le carbone, à 3 niveaux, hein. Au niveau de sa biomasse aérienne, qui ensuite peut être valorisée, en bois de chauffage ou en bois d'œuvre, au niveau de la biomasse racinaire et dans le sol et donc en fait, l'état des connaissances sur le carbone stocké indique en moyenne 5 tonnes de CO2 stocké par kilomètre par an, voilà pour une haie donc voilà, l'arbre est très important. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut prendre effectivement les questions à l'oral. Il y en a pas dans le chat. On a bien vu dans la présentation de Floriane et puis, d'Hervé précédemment que finalement les 2 échelles, hein, les données qu'on peut retrouver sur le document Bretagne et ce que vous pouvez avoir, à l'échelle de votre document, plus en lien avec votre territoire sont assez complémentaires, donc, voilà, il y a vraiment un intérêt à aller sur les 2 documents. Et donc, dans le chat, je vous ai mis le lien pour aller sur notre site web, pour retrouver, ces documents. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, on a du temps. C'est pas souvent qu'on a du temps, donc faut en profiter. Alors Elisa, je ne sais pas votre nom de famille, mais allez-y. Peut-être présentez-vous et puis quelle collectivité peut-être vous représentez? Oui, bonjour, Elisa Retière de l'association Énergie Citoyenne en Pays de Vilaine et on accompagne Redon Agglomération dans l'élaboration de son PCAET. Et là, je voyais que le linéaire de haies a baissé entre 2009 et 2015. Et quelle est la tendance sur ces années plus récentes, depuis 2015? J'ai pas bien entendu. De quel indicateur vous parlez? Là, vous montriez du coup que le linéaire de haies avait baissé entre... Le linéaire de haies, d'accord, pardon, j'avais pas bien entendu. Quelle est la tendance? La tendance, en fait, est plutôt à la baisse en Bretagne, hein, et même d'une manière générale en France, sur le linéaire de haies. Après, là, on n'a pas de données plus récentes, en fait, que 2015 de disponibles. Donc, j'ai pas de chiffres à vous annoncer. Il y a quand même eu des grands programmes de replantation. De plantation, via notamment le programme Race Bocage, via différents programmes, aussi, plus départementaux comme dans le Finistère, on a un programme aussi en lien avec le conseil départemental. Donc, après effectivement c'est, 2015 ça commence, c'est ce qui avait été dit, hein, dès le début, ça commence à faire vieux comme données. Donc, c'est effectivement, compliqué de se dire, en tout cas, d'avoir une vision, depuis. Mais en tout cas, il y a eu des gros programmes de plantation depuis.
Tout à Bah, c'est fait. sûr que c'est. Alors, juste pour rajouter, c'est un indicateur qui a été demandé par comme je l'ai dit précédemment, hein, par les utilisateurs précédents comment dire, des profils, de mettre en exergue cet aspect est. Mais c'est vrai que ce qui est un peu frustrant, c'est ça, c'est que entre ces inventaires et puis tous les programmes de plantation, on a du mal à faire effectivement une synthèse, comment dire, actualisée. À l'échelle de chacun des profils énergie-climat. Donc, bon, alors on a essayé de valoriser là, en tout cas pour données plus récentes, les données de Brest-Bocage 2, comme je l'ai dit, hein, qui permet de me donner une idée quand même du linéaire de haies qui est replanté et du nombre d'agriculteurs concernés. Bon, avec le souci effectivement que, alors ce qu'on a pris, comme le programme Brest Blocage 2 s'est décliné par bassin versant, donc si le bassin versant est entièrement dans le PCI, bon ben voilà, on le considère complètement là-dedans. Ben, si c'est des bassins versants qui sont à cheval sur plusieurs EPCI, ben on fait référence, on peut pas faire voilà de règles de répartition, donc on fait référence au même linéaire pour toutes les EPCI concernées, quoi. Donc, c'est un petit peu mais c'est une présentation qui vise quand même à montrer les efforts faits en replantation, mais sans qu'on ait effectivement des données actualisées de l'inventaire global qui pourrait, voilà, qui est le seul juge de paix en termes d'évolution au final. On a une autre question alors, monsieur ou madame Billard, Quimperlé Communauté? Ariane Billard de Quimperlé-Communauté. Ok. J'aurais aimé savoir un peu comment est-ce que vous évaluez l'impact des actions là sur les bilans carbone et les changements de pratiques qui peuvent en découler. Voilà, quelle est l'ampleur de ce mouvement-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'augmenter? Donc là, en fait, c'est les données. Là, on a des nombres de diagnostics carbone réalisés, de CAP2ER, en fait, plus précisément. Les leviers d'action, en fait, n'apparaissent pas ici, les leviers choisis par les agriculteurs, mais on pourra en effet compléter éventuellement avec, une fois que l'agriculteur a proposé de mettre en place des leviers, quelle serait la réduction d'émissions de gaz à effet de serre proposée? Là, j'ai pas les chiffres en tête, mais en effet, on pourrait compléter par cette donnée-là. Alors, ce Et qu'il du faut coup, le voir, nombre de oui. gens ayant réalisé des bilans comme ça ou des accompagnements CAP2ER, c'est un peu significatif ou c'est quelques-uns? Donc là, pour la région, c'est 7 146 éleveurs de bovins qui ont réalisé un diagnostic CAP2ER. Donc là, on est sur du bovin lait ou bovin viande. Donc on n'a pas les autres productions, ce sont des données IDEL. Oui, tout D'accord. à fait. Bah, c'est quand même très significatif, hein. Et c'est vrai que là aussi, en nombre de diagnostics, on voit quand même que ça progresse fort. Il y a une application aussi des laiteries qui ont des programmes d'incitation à faire ces diagnostics. Voilà, il y a des labels carbone aussi qui sont associés à éventuellement les réductions de gaz à effet de serre qui sont, comment dire, qui sont enregistrées là, sur une durée de 5 ans. Donc, en fait, on est quand même sur une dynamique pour les bovins qui a pris de l'ampleur hein, ces dernières années. Alors, par contre, c'est vrai qu'on n'a pas facilement un bilan levier par levier, si je puis dire, ou cumuler les réductions de gaz à effet de serre issues des plans d'action. Effectivement, ça serait intéressant. Mais bon, en tout cas, sur l'aspect en plus, les diagnostics, il faut bien voir, il y a deux niveaux, hein. Il y a un niveau un peu rapide qui vise simplement à s'approprier les enjeux, mais qui n'influe pas souvent sur des actions immédiates. Et le niveau 2 est vraiment avec un plan d'action associé. Donc, on a quand même voilà, un volume de diagnostics fait pour peser et améliorer, bien sûr, les bilans de gaz à effet de serre des exploitations bovines. Et merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-il possible de récupérer les profils
énergie-climat des années précédentes. Alors, attendez, je vais juste regarder. Hop. Des années passées. Alors, peut-être les dernières dates, les 2 précédentes éditions. Hervé, tu peux nous redire peut-être? Donc oui, c'était en 2018 et 2021, les 2 précédentes éditions. Alors c'est vrai que je pense sur le site, vous n'avez accès sur le site Sur le internet, site, ouais, maintenant on on a a mis les accès que dernières plus versions. récent, évidemment. Après, on va Le dire qu'au cas par cas, l'idée là, c'était déjà d'avoir une première présentation avec vous là en webinaire. On Oui. va revenir sur les contacts, les liens vers les contacts que vous pouvez avoir à les charger d'animation territoriale dans vos territoires. Donc, si vous voulez aller plus loin, c'est aussi de reprendre contact avec eux et notamment, il y a peut-être des choses un peu spécifiques par territoire à travailler, des déclinaisons aussi autour de vos projets et de vos travaux autour des plans climat. Donc voilà, c'est un premier niveau d'information et qui est sûrement à approfondir voilà, en fonction des situations particulières dans vos territoires. Et après, via ce biais-là, voilà, on pourra vous retransmettre les profils précédents, mais effectivement, ils sont plus sur notre site internet. Après, peut-être il y a des choses, de ce que j'ai compris aussi, qui sont peut-être pas complètement comparables, puisque tu disais qu'il y avait quand même de la méthodo qui a été affinée aussi, Hervé, entre les. Oui, il y a des petites choses qui ont évolué, effectivement, comme je disais, parce que l'angle finalement d'approche peut être un peu différent. On avait aussi valorisé à un moment donné les MAEC, mesures agri-environnementales et climatiques. Mais voilà, alors ce qu'il faut bien voir aussi, ces profils, c'est qu'un A4 plié en 3, donc on est quand même contraint en termes de place. Et c'est vrai que là aussi, on fait des choix un petit peu sur l'actualisation aussi, pour chaque actualisation, par rapport aux thématiques qui paraissent les plus appropriées. Après, bon, effectivement, on peut regarder l'évolution, mais je pense que, enfin, l'évolution dans le temps, de toute façon, des principales thématiques, elles sont finalement reprises, hein. On rajoute simplement des années supplémentaires, que ce soit pour les productions d'énergie renouvelable, économie énergie-lait. Bon, donc sur le climat, ça évolue un petit peu parce que l'idée aussi dans ces profils, c'est de valoriser l'avancée de la connaissance et en particulier des programmes qui ont pu être déployés en termes d'outils ou en termes de connaissances. Et clairement, par exemple, au niveau climat, l'utilisation des indicateurs agriclimatiques est issue d'un programme comment dire, de recherche AgriClim, là, d'ailleurs, dont vous pouvez aussi avoir l'ensemble des résultats sur le site internet. Donc, c'est aussi valoriser cette avancée de connaissances qui fait bouger un petit peu les approches et les indicateurs. Tout à fait. Et puis, pour compléter aussi, la nouveauté en fait aussi de cette édition 2024, c'est le profil Bretagne. Qu'il n'y avait pas jusqu'à présent, voilà. Et donc, qui permet aussi d'avoir la carte générale de la Bretagne, où vous voyez l'évolution du nombre de jours à plus de 25 degrés, ou l'évolution de nombre de jours d'inconfort des bovins. Est-ce qu'on a une ou deux autres questions? Alors sur le climat, je rajoute aussi juste une petite observation, c'est que effectivement, comme Florian l'a dit, les données des stations météo qui ont été utilisées, c'est celles les plus proches de l'EPCI. Donc on nous a déjà fait remarquer que, alors pour certaines, elles ne sont pas sur l'EPCI, localisées sur l'EPCI, mais c'est les plus proches. Voilà. Donc on a joué sur la proximité géographique, même si effectivement la station n'est pas forcément sur l'EPCI elle-même. Mais voilà, c'est à préciser. Alors normalement, ça apparaît maintenant dans le texte, mais bon, on sait qu'on avait eu quelques retours de cet ordre lors de la précédente édition. Eh ben, merci pour ces précisions. On va arriver sur la dernière partie à ce moment-là de la présentation, donc qui est plus, on va dire, plus générale, peut-être Hervé, à ce moment-là, ouais. Pour vous rappeler donc que vous avez à votre disposition donc un site web spécialement dédié aux collectivités, donc qui est déjà
en place depuis 3 ans et qui a été remanié, remis au goût du jour. Il y a cet automne. Donc vous pouvez le retrouver via le lien qui est sur la présentation. Et je vous ai mis dans la conversation le lien vers les profils, donc vous arriverez sur le site. Et puis également que nous avons une newsletter, donc alors qui est trimestrielle, voire un peu plus fréquente, parfois suivant l'actualité. Donc la dernière en date, elle est sortie la semaine dernière. Donc je vous ai mis aussi, si vous ne la recevez pas, le lien tout à l'heure vers l'inscription à cette newsletter qui vous permet, voilà, à la fois d'avoir de l'info. Voilà, on a présenté l'info sur les nouveaux profils aussi énergie-climat lors de la newsletter. C'est l'occasion aussi de voir ce qui peut se faire sur d'autres territoires, de partager les infos réglementaires, de l'actualité. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Et puis, pour des contacts en direct, voilà, vous avez donc la carte sur la diapo suivante de notre organisation territoriale. Alors, avec une structuration régionale, mais une organisation de proximité au travers de 20 territoires de projet. Alors, on est, vous le savez sûrement, dans une période un peu de transition, puisque les élections de la Chambre d'agriculture ont lieu ce mois-ci. Donc, une nouvelle équipe va se mettre en place au sein de la Chambre d'agriculture à partir du mois de février côté élus. Donc, nos élus référents vont sûrement pour certains changer. Voilà, les résultats des élections, on ne les a pas à l'avance, mais voilà, de toute façon, il y a des évolutions des élus aujourd'hui qui ne repartaient pas non plus. Donc, il y aura sûrement des changements. Et voilà, on reviendra vers vous après ces élections, sûrement au courant du deuxième trimestre 2025 pour à nouveau se rencontrer, faire connaissance quand les élus ont changé pour poursuivre le travail de partenariat qu'on a avec eux. Mais en tout cas, vous trouverez sur cette diapo et via le lien les contacts des chargés d'animation territoriale de votre territoire. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Et puis, dernier point, donc je vous disais en introduction, voilà, qu'on essaie de faire des rendez-vous réguliers tout au long de l'année. Donc, on vous propose une prochaine rencontre le 13 février en fin de matinée de 10h à 11h30 sur une thématique plutôt éco-emploi avec à la fois un bilan un petit peu, un retour conjoncture des 3 derniers mois, des perspectives sur 2025 et puis des zooms sur des thématiques autour de la consommation, le commerce extérieur, l'emploi et puis l'actualité politique agricole. Voilà, donc n'hésitez pas. De la même façon, vous avez aussi sur le diaporama un lien pour vous y inscrire. Et voilà, on reviendra vers vous pour d'autres rendez-vous webinaires dans l'année. Et puis toujours la journée territoire au space qui aura lieu donc au mois de septembre. Mais on vous tiendra informé au fur et à mesure. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Il est 14h55, donc c'est bon, on a bien tenu le timing. Est-ce que c'est bon? Et je vois que Eva, qui fait partie de l'équipe énergie, climat, agroforesterie, qui travaille plus particulièrement sûrement sur le bocage et l'agroforesterie, a répondu a amené des compléments d'information aussi dans le chat. Je ne sais pas si tu veux préciser des choses, Eva, par oral? Non, pas forcément. Du coup, juste pour préciser qu'on est sur une tendance à la stabilité, donc on plante ce qui disparaît. Voilà, on n'est pas sur un bilan positif sur les dernières années. C'est le retour de Brest Bocage qui est sorti en 2021. Ok, merci. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. On vous remercie pour votre participation et puis on reviendra vers vous avec les éléments de présentation aujourd'hui via un mail qui vous sera envoyé plutôt sans doute début de semaine prochaine.